au-delà du règlement, il existe une tradition. C'est-à-dire qu'il y a cette tradition qui veut que les vaches montent à l'alpage pendant l'été. Si un valet, la reine d'alpage est valorisée jusqu'à devenir la vedette de l'alpage, que les gens montent voir pendant l'été, un valet d'Ost, les statistiques le prouvent, les vaches ayant passé l'été à l'alpage sont plus difficilement reines pendant les éliminatoires. Donc l'éleveur qui a l'ambition de gagner trouvera plus ou moins d'autres solutions pour sa vache. En même temps, l'éleveur qui garde ses vaches à l'alpage est considéré comme plus vertueux parce qu'il respecte au mieux le cycle naturel de l'exploitation des pâturages, il produit des aliments de plus haute qualité, fait une œuvre écologique aussi parce qu'il soigne le paysage en prévenant les avalanches, les incendies, tout ça. Donc voilà, il y a des visions et des tensions qui se créent autour des comportements possibles. La fête traditionnelle épouse la dimension ludique du combat de vaches qui à son tour est vécue comme une parenthèse agréable dans l'ensemble des activités productives qui régissent la vie des éleveurs et des propriétaires des rennes. Autour de l'arène, les gens se rencontrent, échangent librement. Il y a des casse-croûtes, des boissons, la musique, la chanson qui accompagnent le déroulement de la manifestation. Et souvent, tout cela peut même se prolonger bien au-delà de l'issue du dernier combat. Non seulement parce que la victoire d'une vache peut favoriser cela, parfois c'est uniquement le plaisir de se retrouver. Et déjà, le fait de rencontrer des amis peut être suffisant à effectuer le déplacement au lieu du combat. D'ailleurs, pour beaucoup d'éleveurs qui ont quand même un emploi du temps assez chargé, la participation, par exemple, à une éliminatoire n'est pas, en tant que spectateur, n'est pas vraiment quelque chose qui se fait du début à la fin. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ne font que passer, par exemple, un moment en début d'après-midi ou vers le milieu de l'après-midi avant de rentrer à l'étable et de reprendre le travail. Vraiment pour dire cette dimension de sociabilité qui est très importante. En même temps, nos dernières observations nous ont permis d'assister à la genèse d'une manifestation qui se veut festive, oui, toujours, mais on va dire civilisée, dans le sens qu'on est en train de la faire évoluer d'une manière conforme aux exigences de la société moderne et aux exigences des manifestations qui existent dans la société moderne. S'uniformiser donc à l'évolution de la société qui intègre des éléments différents dans cette micro-société des éleveurs, notamment l'élément féminin qui est de plus en plus présent, mais aussi des éléments hétérogènes au milieu agricole avec des citadins de proximité ou bien des touristes. Les réflexions des organisateurs marquent le passage de la représentation d'une fête traditionnelle vers quelque chose... oui, une fête traditionnelle qui intègre une partie, on va dire, de sauvagerie, avec voilà, un épanouissement de la libre improvisation, une composante de jubilation, des éléments qui sont internes à un groupe cohérent, c'est-à-dire les passionnés. Et on tente d'intégrer cela à la représentation de la fête moderne, organisée et ouverte à des groupes non cohérents. Dans une réunion préparatoire pour l'organisation du dernier Espace Mont-Blanc, il est question par exemple de la création d'un parcours que vous verrez aujourd'hui en arrivant aux arènes. Un parcours obligé à partir de l'accueil jusqu'à l'arène pour permettre la diffusion de matériel promotionnel, pour créer un circuit pour le public. La solution est retenue par les organisateurs, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui. Mais pas du tout pour la journée de demain, par exemple, parce que le public de la finale régionale, qui a un but très précis, c'est aller rapidement et directement dans les arènes, aurait du mal à tolérer un circuit obligé et passer au milieu de matériel promotionnel, etc. L'un des organisateurs a expliqué cela clairement en disant « les nôtres ont envie de se trouver directement dans l'arène, donc pas question de créer un parcours, etc. » Ça ne correspond pas aux attentes et aux exigences de tous les publics.
Avec l'espace Mont-Blanc, une nouvelle réflexion devient centrale, donc celle autour du public ciblé. Une diversification par rapport aux destinataires se met en place dans le but d'attirer le plus de monde possible. Certes, les premiers destinataires sont les éleveurs et leur entourage, dont il n'est absolument pas question de trahir les attentes. Quand je dis les éleveurs et leur entourage, c'est l'ensemble des passionnés très fidèles qui suivent régulièrement toutes les éliminatoires, mais aussi les connaisseurs des différentes régions qui, ce jour-là, seront en quelque sorte des touristes, tout en étant des experts en la matière et dont l'enthousiasme n'aura pas à être mis en question. Néanmoins, l'organisation réfléchit à comment attirer des foules de non-passionnés, ce qui signifie également réfléchir à ce qu'on va leur offrir. Car les organisateurs sont conscients du fait que les combats sont faits pour un public de connaisseurs et que pour les nouveaux arrivés, il n'est pas aisé de comprendre les dynamiques de ce qui a lieu à l'intérieur de l'arène. Au-delà des explications dispensées individuellement, quand on a peut-être la chance de s'asseoir de se trouver à côté d'un voisin qui peut donner des explications, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le rôle du speaker est en cause dès que la question a été abordée, même s'il paraît qu'elle n'a pas jamais fait l'objet vraiment d'un débat approfondi, d'une réflexion organisée. En réalité, le speaker a déjà un rôle bien précis. Il est à côté du jury, et vous verrez aujourd'hui ce qui se passe, mais un peu à la façon d'un directeur d'orchestre, il dirige les mouvements à l'intérieur de l'arène. Il doit diriger les entrées et les sorties des vaches et des éleveurs, il doit guider les éleveurs vers la place désignée, il doit sanctionner les comportements pas corrects, bien sûr, annoncer les gagnantes, les perdantes. Donc, ça fait déjà beaucoup pour le speaker. Est-ce qu'il peut aussi assurer cette fonction de illustration pour un public de non-passionnés? Voilà, cela reste à voir. Intervenir sur la durée des combats, imaginer d'introduire la musique comme dans la corrida, associer la vache dans l'arène avec d'autres éléments comme des clowns ou des musiciens, comme cela se fait par exemple, je l'ai vu dans les Landes. Tout cela signifie amplifier la dimension spectaculaire, mais en même temps sacrifier les attentes du public traditionnel, voire sacrifier la performance de la vache et donc la dimension sportive. Et ce scénario n'effleure même pas les pensées des organisateurs contemporains. En revanche, l'hypothèse de créer un spectacle à l'extérieur de l'arène, parallèle au combat, avec des attractions autres pour ceux que les combats ennuient, cela est en train de trouver un certain consensus, notamment en France. C'est ce qui a été fait, par exemple, à Chamonix en 2014. Il en sera encore ainsi, par exemple, en 2017, d'après les organisateurs. Les combats étaient organisés en plein centre-ville avec des touristes enthousiastes qui débarquaient par hasard au milieu du combat, qui se découvraient spectateurs de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et qui avaient la liberté d'aller et de revenir sans entrée payante. Le choix d'host, par exemple, a été d'une toute autre nature. Et on a une arène structurée qui existe et qu'on va utiliser aussi pour l'espace Mont-Blanc. Une arène donc close à un public qui choisit expressément d'entrer en payant son billet pour profiter d'un spectacle précis, à savoir les combats. Tandis qu'autour de l'arène, on a organisé des coins gastronomiques, des animations, des stands. Voilà, donc une organisation que vous découvrirez aujourd'hui. Encore quelques vaches au pâturage. Et on en arrive un peu à ces tensions qui existent autour de tous ces éléments qui s'entrelacent et qui évoluent continuellement. S'il n'est pas possible de définir de véritables catégories à l'intérieur du public des rennes, cependant, on peut faire ressortir des tendances différentes qui correspondraient exactement à des dosages différents de ces 4 aspects que nous avons évoqués, c'est-à-dire le jeu, le sport, la fête et le spectacle. Des normes différentes sont associées à ces 4 visions de la manifestation, d'où des conflits
qu'il y a déjà eu dans le passé, qui existe encore aujourd'hui, une tension vers un avenir qu'on ne connaît pas encore exactement, où ces différentes notions seront destinées à se repositionner les unes par rapport aux autres et à occuper des places différentes. Au-delà de la tension majeure entre partisans de l'activité ludique et partisans de l'activité agonistique, nous avons observé que l'ouverture à un public de non-passionnés produit de nouvelles tensions par rapport aux dimensions préexistantes de la fête traditionnelle et du jeu sport. Même la notion de valorisation du produit du terroir, par exemple, qui est tout à fait en ligne avec les attentes des éleveurs qui sont à la recherche de débouchés économiques, est susceptible de provoquer des conflits plus ou moins souterrains, autour de la légitimité, par exemple, de transformer une occasion festive en une manifestation ayant des enjeux commerciaux et touristiques. En effet, par exemple, les dégustations énogastronomiques, par leur caractère un peu rangé, discipliné, voire didactique, peuvent s'opposer aux attentes populaires de consommer librement nourriture, boissons, comme prétexte simplement à être ensemble. Et voilà, donc on a un débat qui se crée autour de ces questions. Il y a quelqu'un qui peut, par exemple, se sentir plus ou moins dépossédé d'une fête qui était la sienne, qu'il était habitué à gérer d'une certaine façon. Alors que des personnes plus préposées à valoriser le produit du terroir ont tendance à concevoir une manifestation moderne, plurielle, avec des exigences différentes. La poursuite des grands nombres, qui semble être une tendance générale dans l'organisation moderne des événements touristiques, et qui permet aussi de justifier évidemment l'engagement d'argent public, etc., est un but partagé par les organisateurs qui mettent en avant une logique impliquant visibilité, médiatisation, ouverture touristique et recherche de nouveaux marchés. Toutefois, le consensus n'est pas général et quelqu'un interroge les chiffres. On s'interroge par exemple sur ce qui se cache derrière la notion de visibilité, pour qui, pourquoi, où sont les bénéfices, quel est le rapport entre qualité et quantité. Les grands nombres tels qu'ils sont envisagés de nos jours permettent-ils, par exemple, aux citadins de comprendre intellectuellement l'agriculture de montagne, ou ne seraient-ils pas plutôt les petits nombres avec la relation personnelle qui pourraient mieux faire cela? Je pourrais citer aussi, par exemple, une manifestation comme la Désarpe de Saint-Nicolas, qui est née ultérieurement, parce qu'elle est très récente, elle est née en 2013. Elle est née de la volonté des alpagistes de l'endroit de se retrouver un jour à la fin de la campagne d'alpage et d'une volonté de ne pas s'inscrire dans la logique des grands nombres. D'ailleurs, ce ne sont pas, par exemple, les promoteurs touristiques, dans ce cas, qui imposent la date de la manifestation, car ce sont les alpagistes même qui, le moment venu, fixent la date sur la base de leur gestion des alpages. Le message ainsi adressé au plus grand nombre est donc le suivant. Une fois par an, une communauté est en fête pour redonner un peu de centralité à l'agriculture, dont l'importance est soulignée par le choix de la date qui est en relation avec la fonction d'exploitation des pâturages et pas soumise au choix des promoteurs touristiques. Un autre débat s'annonce donc, bien que l'accès à la prise de parole ne soit pas toujours automatique dans le milieu des éleveurs.